Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour Delphine. Bonjour Marine, Ça va? ça va et toi? Bah écoute, ma foi, ça va bien. Je te remercie beaucoup de m'accorder du temps. On a mis un petit moment à se trouver un créneau, Oui, mais c'est on vrai, y est. on y On est. va Ravie pouvoir, de on va participer. pouvoir échanger. Eh bien, écoute, moi, My Little Paris, donc c'est une marque que je connais depuis un certain temps Mmh. déjà. Mais c'est vrai que, je dois te l'avouer, je ne me suis jamais abonnée à titre perso, mais j'ai déjà Ah! offert l'abonnement à d'autres personnes. C'est bien quand même. Oui, voilà, je suis pas tout à fait un monstre. Je l'ai offert à d'autres gens qui en étaient très satisfaites et du coup, est-ce que Delphine, tu peux juste nous rappeler qu'est-ce que c'est My Little Paris? Qu'est-ce que ça représente maintenant? Et bien évidemment ensuite, qui tu es toi, au sein de My Little? Ouais, avec plaisir. Et bah, écoute, My Little Paris, ça a été lancé en 2008. Donc c'est un groupe média, e-commerce. À la base, on s'est, spécialisé sur la partie média, avec la newsletter. La newsletter en 2008, c'était un petit peu, nouveau. Donc on était, c'est vrai, un peu, pollués dans nos adresses mail par, des newsletters, qui arrivaient pour tout et pour rien. Et Fanny Pécheda, qui est la fondatrice de My Little Paris, elle avait eu un peu cette idée de réenchanter un petit peu, nos boîtes, mail, en proposant, des bons plans. Donc à la base, elle l'avait envoyé à 30 de ses copines, sur un bon plan, un resto et cetera. Et puis au final, de bouche à oreille, ça a commencé à progresser, et aujourd'hui, on parle quand même, à une communauté de 5 millions d'abonnés. Donc ça, on en est Punaise! hyper fiers avec pas mal, de comment dire? On a My Little Paris sur, vraiment les bons plans à faire sur Paris, sorties, culture et cetera. Mais on a aussi d'autres éditions. On a My Little Kids pour les enfants, on a My Little Weddings, on a, Travel sur des destinations. Donc ça, c'est vraiment, le socle, on va dire de My Little Paris, le média. Et au fur et à mesure, on a vite switché sur la partie e-commerce, avec l'arrivée de My Little Box en 2011. Donc là, c'était un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a lancé le média sans vraiment, s'y connaître et puis toujours Fanny Pécheda a spotter un peu ce concept de box beauté, qui n'existait pas à l'époque, qui existait uniquement aux États-Unis. Et elle s'est dit: «Bah, de la même manière qu'on réenchante les boîtes aux lettres un peu digitales de nos abonnés, comment on peut faire pour, réenchanter les boîtes aux lettres aussi physiques, de nos abonnés avec un concept un petit peu innovant?» Donc c'est comme ça qu'est née My Little Box. C'est vrai qu'au début, on n'y connaissait rien, nous, en e-commerce, hein, c'est pas du tout notre métier. Tout le monde nous prenait un petit peu pour des fous, que ce soit les prestataires, enfin voilà, on s'est dit: «Bah», ils nous ont dit: «Ça il faut 1 an ou 2 ans de réflexion avant de lancer ça». Nous, on leur a dit: «On a 2 mois». Au final, on a produit comme ça 2000 box, avec des OK. prestataires qui nous ont fait confiance. Et puis en fait, le pari était, gagné puisque toutes les box, les premières sont parties en 10 minutes. Donc on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire. Et aujourd'hui, du coup, on a 150 000 abonnés, à l'international sur My Little Box. Donc puisqu'on est présent en France, au Japon et en Allemagne.
Et on a aussi fait des petits avec la Gambette Box qui a été lancée, 1 an plus tard, 1 an plus tard, l'ouverture de My Little Box France. Et aujourd'hui pareil, Gambette Box, on a environ 60 000 abonnés, en Europe. Donc voilà un petit peu pour, t'expliquer, My Little Paris au global. Et moi je suis chez My Little, depuis 7 ans. Donc c'est avec des années qui passent très, très vite, donc ça fait 7 ans et je m'occupe, du customer happiness, chez My Little Box. Bah, le customer happiness, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est comment on fait pour, rendre heureux son client. Donc on a toute cette partie expérience, client bien évidemment et cette partie, prendre soin, entretenir vraiment la relation avec nos clients parce que vraiment le côté relation, chez My Little, il a été, présent dès le début, hein. On avait des newsletters, on avait l'impression que c'était une copine qui nous l'écrivait. La box, c'est pareil, c'est un petit peu ce petit plaisir qu'on se fait pour soi. Donc comment on fait pour entretenir ce lien, avec, notre communauté? Donc c'est mon rôle aujourd'hui. Eh ben, dis donc, c'est un sacré rôle et quand tu es arrivée, est-ce que tu te souviens, combien il y avait d'abonnés? Je ne sais plus exactement combien on avait de clients, mais c'est vrai qu'on a une croissance qui a été assez, exponentielle, sur My Little, et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on ose un petit peu le pari de l'international. Ce qui est intéressant chez My Little, en tout cas au tout début, donc moi je suis arrivée en 2013, donc la box, tu vois, avait à peu près 2 ans et ce qui m'avait, complètement, scotchée à l'époque, c'était ce côté où on n'utilisait pas, toutes les techniques d'acquisition, pures, qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on utilise quand même aujourd'hui parce il y a de la concurrence, hein, bien évidemment, mais en fait, c'était ce pouvoir du bouche à oreille, qui a été vraiment très fort, tout comme My Little Paris quand il s'est lancé. Je l'envoie à une copine, Mmh. qui l'envoie à une copine, qui l'envoie à une copine. Ça qui m'avait complètement interpellée chez My Little, c'était qu'on avait, réussi en tout cas à faire cette croissance uniquement en ayant, ce bouche à oreille-là et en ayant des petits hacks, qui étaient, pas bêtes non plus, tu vois? Par exemple, se dire, j'ai la possibilité de faire on offrait la livraison au bureau, par exemple et c'était de se dire: «Bah, je reçois ma box au bureau, ma collègue est jalouse, je lui en parle et on s'abonne». Donc tu vois, on essayait de trouver des choses comme ça qui sans dépenser, un sou, en acquisition et c'est comme ça que cette croissance, elle s'est fait en exponentielle. Donc ça, on en est, hyper fiers. Ouais, d'accord, donc c'est vraiment ce qui t'a plu, quand tu es arrivée? Ouais, c'est ce qui m'a plu et puis bien évidemment chez My Little, il y a ce côté, culture d'entreprise qui est très, très fort. On prend soin de nos abonnés, mais on prend soin aussi, beaucoup de l'interne, on a même des personnes dont le poste est, comment faire vivre la culture d'entreprise. Mmh. Et ça, forcément, quand on prend soin un peu des gens en interne, bah, on a envie de donner aussi en externe et moi, du coup, ce que My Little m'apportait et m'apporte toujours, bah, du coup, moi, j'arrive à le déployer sur la communauté. Donc tu vois, il y a une espèce de cercle vertueux qui est assez intéressant. Ouais, je crois qu'on parle de la symétrie des attentions, C'est un mais peu ça. c'est pas toujours explicite, pour les entreprises. Le fait que, quand tes collaborateurs sont bien et bien Ouais. forcément ils font mieux leur job et potentiellement, bah, voilà, quand leur métier c'est de prendre soin des clients finaux, bah, en fait, ils le font si je puis dire, mieux. Ils le font mieux, ils le font de manière, plus naturelle. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu sain qui se met en place, enfin, en tout cas pour moi, sur la partie Customer Happiness, bien évidemment, c'est un sujet, de prendre soin, des personnes qu'on manage, des personnes qui nous accompagnent parce que, ça va être les personnes qui vont répondre à vos clients, qui vont trouver des Mmh. solutions pour vos clients. Donc bien évidemment, s'il y a, une atmosphère un petit peu, compliquée, bah, en fait, on donne pas le meilleur de soi-même et du coup, on peut pas transmettre, des bonnes ondes, pour le client. On peut pas fidéliser, de la même manière. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Mmh. Très bien, très bien. Et justement, du coup, on avait parlé, en préambule de, comment est-ce qu'on recrute des profils à contre-courant, c'est quoi toi ton parcours avant d'arriver chez My Little? Alors moi, je suis complètement un profil à contre-courant, puisque moi j'ai un diplôme, en management de projets culturels.
Et j'étais spécialisée dans la production du visuel et le cinéma, donc tu vois? Rien à voir. Donc j'ai travaillé pendant 1 an dans une boîte de post-production, Mmh. pour la télé, donc en tant que chef de projet. Donc tu vois, absolument rien à voir. Et à un moment donné, j'ai voulu, faire un petit peu autre chose et c'est une amie qui m'a envoyé, l'annonce de My Little. Je t'avoue, je connaissais pas forcément, je suivais la newsletter, mais et en fait, mon profil a plu alors que je venais pas du tout de ce milieu-là et c'est ça qui est intéressant chez My Little, c'est qu'on a des personnalités qui sont, et qui ont des parcours de vie, qui sont, complètement à l'opposé de ce qu'ils font aujourd'hui. On a un médecin, par exemple, chez My Little qui aujourd'hui, est directeur technique. On a, ouais, on a une ancienne, danseuse étoile, enfin qui a travaillé chez My Little. On a, quelqu'un qui était en chimie et qui aujourd'hui, va s'occuper plutôt de la logistique. Enfin, tu vois, il y a vraiment, des parcours qui sont complètement différents, mais en même temps, c'est une force pour l'entreprise de dire que c'est des gens qui ont aussi bourlingué, qui ont une manière de réfléchir qui est peut-être un petit peu différente et on se focalise pas forcément sur, heu l'école, de quelle école ils ont fait, est-ce que leurs anciens boulots, fit, complètement avec ce qu'on propose. On cherche aussi des personnalités, des gens qui nous ressemblent, et on essaye de voir un petit peu plus loin que le diplôme, par exemple. Et nous, c'est un peu sur la partie customer happiness, donc vraiment, comment on peut, trouver des personnalités qui fit. On s'est dit qu'il fallait qu'on ait des gens qui nous ressemblent, et qu'il y ait des personnalités un petit peu différentes. Donc nous sur la partie customer happiness, hem, la finalité, c'est que, notre cliente, elle ait une réponse avec un ton adapté, personnalisé, proche du client. On est sur la partie happiness, comme on rend heureux le client. Hem, on avait fait un test, et ça part, un petit peu, de là, avec quelqu'un qui travaille avec nous depuis 4 ans, et qui est pas du tout issu du monde, du service client, qui est, artiste plasticien. Donc tu vois, complètement rien à voir et qui avait postulé et en fait, OK. il habite, à New York en plus, donc heu et donc rien à voir avec la partie relation client, mais en fait, sa personnalité, sa manière de nous parler de ses projets, d'artiste. En fait, on Mmh. s'est complètement senti envahi sa bonne humeur, son optimisme et on s'est dit qu'en fait, la manière dont il nous parlait, c'était, et qui nous emportait avec bienveillance, c'était, la manière dont on voulait parler à nos abonnés. Mmh. Donc c'est comme ça qu'on l'a recruté. Ça fait 4 ans à peu près qu'il est avec nous et c'est là où on s'est dit, ça nous met un petit peu la puce à l'oreille, il faut qu'on recrute complètement, différemment les personnes qui vont travailler avec nous. Donc le recrutement chez nous, en tout cas sur la partie, relation client, on a un parcours qui est, assez, atypique. C'est-à-dire que les choses C'est-à-dire? alors ça alors c'est-à-dire que les choses qu'on va proposer qui peuvent être un petit peu déroutantes, on va déjà, bien évidemment, avoir un entretien, vidéo en ce moment, c'est ce qui se passe avec eux pour essayer de déceler un Mmh. petit peu la personnalité et voir si ça marche bien. Mais on essaye de pousser un petit peu plus loin pour voir ce qui anime en fait les personnes. C'est quoi leur passion, comment ils en parlent, pour voir si justement on peut être emporté par, ce qu'ils puissent nous proposer et on les teste ensuite après sur la manière dont ils vont écrire, bien évidemment, puisque, nous on est dans le digital donc en fait, comment en fait la passion qu'ils peuvent avoir dans les yeux, ils peuvent aussi la mettre, à l'écrit et moi je me dis toujours qu'on peut, faire passer une émotion, à l'écrit donc on teste un petit peu ce truc-là. Donc on leur donne des cas très concrets, de Mmh. service client et on essaye de voir, on les titille un petit peu sur des cas un petit peu compliqués, et on essaye de voir quel sera le retour et on a souvent des pépites. Et aujourd'hui pour te donner un petit peu plus de concret, on a à peu près une quinzaine de personnes, qui travaillent avec nous, sur le service client, avec des profils, complètement, différents. On a une personne, par exemple, sa passion, c'est la reliure. Elle adore les livres et elle avait envie d'écrire. Donc du coup,
elle est avec nous depuis 1 an presque maintenant. On a une personne qui travaille au Brésil, une autre en Inde et qui ont pas ce profil initial de je viens du monde de la relation client, je sais comment on traite des tickets, etc. Non, nous, on essaye vraiment de rechercher un peu des pépites pour intégrer nos équipes. Mais ça veut dire comment vous faites pour les trouver? Vous les chassez? Parce que c'est pas est-ce que c'est spontanément qu'ils viennent à vous? On a des personnes qui viennent très spontanément. On met bien évidemment des annonces sur notre site. Et après, on a aussi des personnes qui nous disent: «Ah bah, ma cousine, elle recherche aussi», donc il y a aussi ce bouche à oreille dans le recrutement, de se dire: On a une personne qui est là depuis 2 ans, elle s'y sent bien, elle en a parlé à sa sœur, sa cousine, une amie et cetera». Donc on recrute aussi par bouche à oreille, encore une fois. Hem, donc voilà, donc elles viennent effectivement parfois spontanément, parfois par bouche à oreille, ou elles regardent sur notre site parce qu'il y a quand même une appétence pour le produit ou pour la boîte en général. Mmh. OK, et tu parlais de personnes qui étaient au Brésil ou en Inde. Ça veut dire que vous avez du remote, chez vous? Exactement. En fait, toutes les personnes qui travaillent avec nous sont en remote, pratiquement. On a des personnes qui sont au bureau et on a une partie qui est en remote et c'est ça, je trouve, la force un petit peu du truc, c'est de se dire: «Comment on fait déjà?» Il y a une partie très pragmatique qui est: comment on fait pour onboarder des personnes qui ne travaillent pas avec nous? Donc on l'a vu, hein, cette année avec la crise sanitaire, tout ce qui était télétravail et cetera, c'était pas forcément évident de garder un petit peu ce lien qu'on a déjà avec les personnes qui travaillent avec nous, qui sont déjà parties prenantes, et qui sont là depuis un petit moment. Mais comment on fait surtout pour intégrer des personnes qu'on n'a jamais vues, dans cette nouvelle équipe. Et d'autant plus quand elles habitent aussi au Brésil ou en Inde où il y a cet aspect décalage horaire qui est pas qui est pas négligeable. Hem, C'est clair. du coup, il y a une partie qui pour nous était primordiale, c'était cette partie vraiment onboarding, c'est-à-dire qu'on avait vraiment envie d'intégrer dès le départ, et très fort, ces personnes qui travaillent avec nous et de les intégrer dans la culture d'entreprise de My Little, pour qu'elles se sentent, tout de suite, partie prenante de l'aventure. Parce que pour nous, c'est vraiment une aventure que d'arriver chez My Little Paris. Donc pour ça, on a mis en place des outils d'onboarding qui ont été, ça a été très long à mettre en place, on y a mis beaucoup de temps, mais qui fonctionne aujourd'hui à merveille, avec, tu vois, on a un Trello, je ne sais pas si tu vois l'outil, Si, si. on a un Trello d'onboarding avec, vraiment toutes les parties, c'est quoi My Little Box, les valeurs, enfin My Little Paris au global, la partie commerce c'est quoi, avec une partie très historique, une partie culture d'entreprise, et après une partie beaucoup plus concrète sur voilà ce qui t'attend, avec des exemples, avec des exercices comme à l'école, hem, avec des quiz. Est-ce que tu as bien compris, telle partie? Donc il y avait un côté un peu ludique en plus, de formation, ce qui fait que les personnes, elles se sont prises au jeu, mais surtout, moi je me rappelle des retours, c'était vraiment j'ai jamais eu un onboarding comme ça, où en étant loin, je me suis prise au jeu et j'ai voulu en savoir, tout de suite beaucoup plus, sur la boîte, sur mes missions. Et du coup, je suis pas juste, une personne qui arrive comme ça et qui va, répondre à des tickets aux abonnés. Il fallait Mmh. vraiment que pour qu'ils répondent bien et qu'ils mènent à bien leur mission, qu'ils aient compris vraiment, heu, ce qu'on représentait au global, quelles étaient nos valeurs, comment ils allaient travailler, c'était quoi les rituels qu'on allait mettre en place ensemble, pour qu'ils puissent ensuite prendre en main leur poste avec tous ces éléments-là, et être, efficace et caring pour notre communauté. Mmh. Et ça, du coup, aujourd'hui, enfin, sincèrement, ça porte ses Ça porte fruits complètement côté ses client? fruits. Ouais, ça porte complètement ses fruits parce qu'on se rend compte que, au lieu de enfin,
On a vraiment des personnes qui sont attachées, je pense, complètement à la marque parce qu'on met en plus, des petits rituels, tu vois? Des rituels d'anniversaire, ce genre de choses. Alors c'est des personnes qui se sont pratiquement jamais vues et en fait, on se rend compte qu'il y a un lien qui s'est créé entre elles, hem, malgré la barrière du digital et c'est ça qui est assez fort et on a senti quand même une différence, sur le ton, et sur la qualité des réponses, qu'on pouvait apporter à nos abonnés. C'est des personnes qui sont hyper, hyper, hyper engagées, qui ont bien compris qu'en fait et ça c'est une des choses, qu'on redit souvent chez Maïté, c'est-à-dire que oui, on peut avoir, un nombre de tickets entrants qui est hyper important, mais pour nous, le principal, c'est d'apporter une vraie réponse à nos clients, prendre le temps de la personnaliser, d'aller au-delà des attentes, sur la réponse client. Et du coup, on l'a ressenti, on a des retours clients, qui sont hyper bons, et on sent vraiment l'engagement. C'est-à-dire qu'elles vont, les personnes qui travaillent avec nous, quand elles ont un problème, elles vont jamais lâcher le truc. Elles vont aller chercher, la meilleure solution. Voilà, elles vont appeler aussi l'abonné quand, vraiment, ça devient compliqué. Enfin, vraiment, elles ne lâchent absolument rien et on l'a vu notamment pendant la crise, du covid, tu vois? On a une page Trustpilot, où on a des avis Mmh. clients et en fait, notre score, Trustpilot a complètement augmenté, est passé, je crois, de 3,5 à 4,6, pendant la crise et continue de grimper, Oui. avec au pire de la crise, en plus, ce qui est quand même un exploit et ce qui est, dont on est hyper fiers, avec des retours sur nos collaborateurs en disant: «J'ai vraiment l'impression d'être prise en charge de A à Z. Merci à, Anne-Flore, merci à Astrid», en nommant vraiment, nos collaborateurs. Ouais. Donc ça, c'est hyper fort d'un point de vue client, mais c'est aussi hyper fort, je trouve, d'un point de vue, personne qui travaille avec nous parce qu'elles voient aussi le bénéfice et le travail, le retour sur investissement. C'est-à-dire que tous les efforts qu'elles mettent, on leur rend aussi, côté client avec des remerciements. Donc on a réussi un petit peu notre pari, là-dessus. Ouais, bah, c'est chouette, mais il y en a eu enfin, il y en a eu quelques-unes des entreprises comme ça et je trouve ça assez dingue où leur note voilà, sur Trustpilot, par exemple, a augmenté pendant la période, de crise sanitaire Ouais, et où du coup, bah, les gens, les clients ou les abonnés, en l'occurrence, se sont vraiment rendus compte à quel point, l'humain était important et le fait de prendre soin d'eux et cetera était, enfin, profondément, une valeur pour certaines entreprises et qu'elle était réellement appliquée, que c'était ouais. pas du bullshit, tu C'était vois? ouais, exactement. Bah, je pense que ça nous a tous frappés, bien évidemment et il y avait des attentes. C'est-à-dire que My Little, on a toujours été là pour, enfin, en termes de lien, de relation avec la communauté. On a une communauté qui est très, très engagée, et qui attend, hein, c'est ce lien avec la marque. Enfin, c'est ça qui est chouette et elle nous attendait quand même quelque part. C'est-à-dire qu'au-delà de recevoir déjà ta petite box mensuelle pendant la période, parce que, ça c'était ton petit plaisir et que ça faisait du bien d'avoir, cet objet-là et ce produit qui arrivait, elle voulait aussi, cette création de lien et de transparence aussi, auprès des marques. Donc on était là pour ça. On a dû apprendre aussi sur le tas parce qu'on s'y attendait, pas vraiment. Donc c'était aussi une manière pour nous de revoir encore une fois notre manière de communiquer auprès de notre communauté, d'être là, d'être transparent, d'être là sur tous les canaux, et de leur apporter des vraies réponses, sans bullshit comme tu dis. Et ça, on en est hyper fiers pour nous cette année. Ça a été vraiment, encore plus asseoir le fait que, heu, les échanges, l'humain, est ultra important, pour créer du lien, encore plus de l'attachement à la marque, quoi. Mmh, c'est très juste, mais voilà, c'est vrai que vous avez un produit qui est addictif, Tout si à je puis fait. dire. Et alors oui, c'est challengeant, mais c'est challengeant, enfin, dans les 2 sens. C'est stimulant et en même temps, ça peut être un peu, enfin, mettre un peu les collaborateurs et les collaboratrices sous pression parce que, bah, du coup, les clientes et les clients ont de fortes attentes. Ouais, tout à fait. Enfin, ça doit pas être simple parce que tu as envie de profondément bien faire pour tes Ouais, clients ouais. et en même temps, enfin, des fois,
est-ce qu'ils ont des attentes qui sont totalement démesurées au vu de la situation? Et justement, cette tonalité de la Mmh, transparence, enfin, cette tonalité qui est entièrement, transparente dans toutes les communications de My Little, hein, mmh. moi je trouve. Hem et ça vous sert peut-être aussi à désamorcer certains sujets avec des clients? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte que, si on donnait pas un peu de billes aux clients pour comprendre la situation, c'est-à-dire que là, par exemple, pendant la crise sanitaire, hem, en fait, le fait d'expliquer qu'on pouvait être en difficulté en tant que marque pour telle ou telle raison, la livraison, le conditionnement, en fait, comme tu disais, ça pouvait désamorcer des problématiques et des frictions que pouvaient rencontrer nos clients, nos abonnés. Et on s'est très vite rendu compte qu'en fait, en disant: «Bah, voilà, on est une marque, bien évidemment, on vous apporte des petits moments de plaisir tous les mois et on va continuer à faire ça encore plus. Mais par contre, on peut avoir des difficultés sur tel ou tel endroit parce que voilà comment ça fonctionne, en fait, un petit peu la box, voilà comment on la pense». Il y a aussi, des choses qui sont beaucoup moins «glamour» entre guillemets derrière la fabrication d'une box, quand on parle de, production d'accessoires, d'acheminement et cetera. Mais en fait, le fait de pouvoir donner ces billes-là aux clients pour comprendre comment on fonctionne, bah, effectivement, ça désamorce des choses qui peuvent être des attentes qui peuvent être très, très élevées. Tu vois, je vais te donner un exemple, très concret. Hem On a eu au mois d'octobre, une box qui est arrivée très en retard parce qu'on avait eu un problème d'acheminement de produits. Donc quand je te dis très en retard, c'était très en retard. On est quand même sur un système où tous les mois, elles reçoivent leur box entre 10 et le 20. Là, on se parlait de délais beaucoup plus longs. Et en fait, voilà, au lieu de se dire: «Bah, écoutez, ça va être en retard, on est vraiment désolé, au revoir». Non, en fait, on s'est dit: «On va vraiment repenser cette communication en se disant» en les faisant un peu participer aux coulisses de My Little. Pour leur expliquer Mmh. pourquoi une box peut être en retard, en fait, il faut reprendre depuis le début comment on fabrique une box, comment on les pense à l'avance, comment c'est quoi un conditionnement, c'est quoi donc vraiment, on est parti très loin dans le côté transparence. Donc d'une part, on a «éduqué» entre guillemets nos abonnés sur, bah, voilà comment ça fonctionne. On les a aussi intéressés encore plus à notre produit parce qu'on se rend compte que quand on dévoile et quand une marque et nous, quand on dévoile vraiment les coulisses, d'une boîte, bah, en fait, nos abonnés, elles sont hyper intéressées, elles veulent aussi en savoir plus. Donc le fait d'expliquer vraiment de manière tout à fait transparente, bah, en fait, oui, c'est des paillettes dans les yeux tous les mois, mais là concrètement, on a un problème très pragmatique et on vous l'explique. Bah, en fait, d'un stress, d'une pression, 10 000, on descend à 500 quoi. Enfin, tu vois? Elles nous l'ont, Mmh. complètement ça a été hyper bien perçu, et on les tenait au courant en temps réel, tu vois? C'était un petit peu, «Votre produit est pas encore arrivé», 2e communication: «Ça y est, il est arrivé, on commence le conditionnement», 3e communication: «Ça y est, votre box est partie». Enfin, tu vois? Les tenir vraiment dans un espèce de carnet de bord où, elles se sont dit: «Bon, bah, Mmh. OK, on comprend beaucoup mieux la problématique et on patiente et merci d'avoir été aussi transparent avec nous, quoi. Non, mais c'est sûr et tu vois, moi, je ne suis pas abonnée, mais les filles au bureau sont abonnées Ouais, et elles m'ont montré, les mails qu'elles avaient reçus où en gros, bah, tu avais un petit schéma qui expliquait exactement. tout le parcours de la box et il y avait une petite flèche comme quand tu es sur un plan en disant le Et le produit problème, est je là. sais pas si le Ouais, t ouais, ouais, là, c'est là que ça bloque en gros, quoi, ouais. pour que vraiment les gens comprennent bien qu'effectivement on remonte très, très haut dans la chaîne, Mmh, enfin qu'il y a déjà un process très, très long en amont et que, bah, il y a un des maillons qui, pour le moment, exactement. est défaillant et qui, du coup, bloque, bah, tout le reste, Ouais, forcément. ouais. Et je pense que oui, enfin, ça a été bien perçu Ça a été et vous hyper avez eu bien perçu, ouais. totalement raison. Ouais, ça a été hyper bien perçu en termes d'image de marque, hein, forcément, en termes aussi de nombre de tickets entrants. C'est-à-dire que sur la partie SAV, on s'attendait à un déferlement, de demandes, de mécontentement et cetera. Au final, ça a pas du tout été le cas. Parce Mmh. qu'on avait anticipé, parce que, on avait créé sur notre site, on a une FAQ, on a un bot maintenant, on a une page spéciale livraison. On avait vraiment mis à jour, de manière, en temps réel, hein, pratiquement, toutes ces informations-là.
on avait les mails comme tu disais, on avait renforcé nos équipes aussi, donc on avait vraiment tout préparé le terrain pour que tout se passe bien et tout s'est très bien passé et on le regarde aussi dans les chiffres, hein. On est sur un système d'abonnement, donc on regarde aussi, tout ce qui va se passer en termes de rétention, parce qu'on Mmh. on prend le risque que nos abonnés, voilà, ce soit un petit peu, la mauvaise nouvelle et qu'elles nous quittent, pour ça. Ça a pas été le cas. Donc tu vois, c'est un petit peu des je trouve que la transparence, on va pas tout, dire, hein, forcément parce que voilà, il y a plein de choses qui intéressent pas forcément les abonnés ou qu'elles n'ont pas forcément à savoir. Mais cette transparence en termes de marque, c'est montrer aussi, c'est une marque de confiance aussi, et je pense qu'il faut pas, faut en user de manière intelligente, mais il faut l'être de plus en plus parce que c'est ça aussi que vos clients recherchent. C'est cette transparence-là, d'être tenu informé tout le temps, voilà. Ce soit pas lui qui a cherché l'information, quoi. C'est à nous de la donner et de manière la plus, limpide et transparente possible. Mmh. Mais c'est pas toujours évident, pour toutes les marques, tu vois? Il y a plein de marques où voilà, justement, où est-ce que tu mets le curseur entre je suis transparent et en même temps j'en garde un peu sous le coude parce qu'effectivement, tout ne n'intéresse pas forcément mes clients et puis, bah, peut-être qu'à un moment il y a un point d'interrogation aussi sur se dire: «Bah et mes concurrents, ils vont voir comment ça se passe et cetera derrière et donc Exactement, du coup, bien est-ce sûr. que je vais donner toutes les infos, quoi?» Bien sûr. Bah, en fait, je pense qu'il faut donner les infos, tu vois, qui vont les intéresser, elles, concrètement. Des informations sur ta livraison, des informations sur ton paiement, c'est-à-dire la raison assez concrète. Là, par exemple, c'est un produit qui tarde à arriver, c'est l'information principale, tu vois? Donc tu vas pas effectivement tout dire, tu vas dire celle qui va être principale et qui va impacter du coup, là, dans ce cas précis, tout le maillon de la chaîne. C'est ça le principal et à partir de là, leur donner des éléments de réponse sur où aller chercher telle ou telle information, et là déjà tout le travail est pratiquement fait. Mmh. Mais enfin, je fais une aparté, mais ça me fait un peu penser au discours d'Emmanuel Macron où, tu vois, il nous avait expliqué: «Pourquoi je ne fais pas ci? Pourquoi je Ouais, n'isole pas les personnes âgées?» et tout. En fait, ouais, c'est vraiment anticiper toutes les c'est questions ça. que tu peux avoir et y répondre en amont parce que dans une de vos communications, je crois, Oui, et ça, je crois que ça avait concerné une seule, de mes collaboratrices, il en fait, il manquait le produit ouais, qui était le produit phare de la box et ouais, vous aviez expliqué, en fait, il manque pas juste, un accessoire qui, entre guillemets, «est accessoire» à la mmh, box. mmh, Ce qui manque le produit principal et que là, concrètement, on ne peut pas vous l'expédier tel quel parce ouais, que, bah, l'expérience, elle est pas du tout, c'est là, ça, elle est pas du tout optimale, quoi. c'est ça. Mais ouais, ouais, c'est comment je désamorce, comment j'anticipe les tickets que je peux avoir en SAV, comment je donne des informations sans trop, en dire et surtout en donnant les informations dont les abonnés Capital. Et je pense que c'est surtout, n en fait, c'est surtout être aussi, présent un peu sur tous les canaux. C'est-à-dire que la newsletter, c'est bien, on sait très bien le faire, hein, communiquer, par newsletter, mais il faut aussi penser un petit peu aux autres outils, canaux que vous pouvez avoir à disposition. Nous, on l'a couplé aussi, sur les réseaux sociaux. mmh. Quand tu parlais d'humaniser un peu les échanges, je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils ont aussi besoin de voir qui, est derrière la marque. Et on avait fait, par exemple, une story avec, notre responsable Kering, donc qui avait pris la Mmh. parole sur les réseaux sociaux. Donc on la voyait parler aux abonnés et je trouve qu'encore ça montre encore plus qu'il y a ce côté, transparent. Je me montre aussi quoi pour vous expliquer et les gens se disent aussi derrière: «My Little Box, il y a aussi des êtres humains». Donc et ça rend, encore plus intéressant, bah, les échanges et ça humanise encore plus le propos, quoi. Donc ça a été un de nos best practices de se dire: «En fait, les abonnés, elles veulent aussi voir qui on est». Et nous aussi, on a envie de leur dire que, bah, derrière la box, il y a, oui, il y a des choses de conditionnement et cetera, mais il y a aussi surtout des personnes qui sont derrière, et on se montre aussi de plus en plus. Quand je te parlais de, découvrir les coulisses et tout, voir qui se cache, qui crée les box, ça, elles en sont hyper demandeuses et c'est aussi, bah, quelque chose Mmh. qu'il faut mettre, à profit, dans ces situations-là, quoi. Mmh.
Non, très chouette. Du coup, c'est ouais, incarner Complètement, la marque soit qu'on a fondée, soit dans laquelle on travaille, quoi. complètement, complètement. Et moi, je trouve que vous avez un souci du détail, une tonalité chez My Little et alors pour avoir discuté avec quelqu'un avant toi qui travaillait chez My Little où voilà, on m'a dit, que vous écoutiez énormément les clients Mmh. et que vous étiez mais bienveillant puissance 10 000 quoi. Ouais, c'est vrai que le sujet de l'écoute client, il est principal chez nous parce que, on fait pas des box pour nous faire plaisir nous en interne, hein, on fait des box pour faire plaisir à nos clientes, bien évidemment. Donc l'écoute active, elle est importante. Alors on sonde nos abonnés pas mal, c'est-à-dire qu'on est aussi on fait pas mal d'études, quantitatives. Chez My Little, on interroge beaucoup nos clientes sur, qu'est-ce qu'elles pensent des box, on a des taux de réponse d'ailleurs qui sont hyper forts donc c'est ce qui montre qu'elles ont envie de donner leur avis et Elles d'être sont intégrées engagées. un peu. Ouais, complètement. Donc on a beaucoup d'études, quantitatives, hein, très régulières, mais je trouve que l'étude qualitative aussi, elle est hyper importante, de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut se dire: «Ouais, mais si c'est 10 personnes, ça a pas trop d'intérêt». Moi je trouve que non, au contraire, il y a on elle est aussi importante, qu'une grosse étude qu'on peut envoyer à toute notre base. Hem Mmh. et ça, on en est persuadé depuis le début et l'écoute qualitative, elle passe par, plusieurs choses. C'est-à-dire que chez My Little, on met en place des panels très réguliers avec des abonnés. On est une dizaine. On fait ça pratiquement tous les, 2-3 mois et puis c'est pas parce qu'il y a eu la crise sanitaire entre-temps qu'on n'a pas continué à le faire, avec, notamment des Zooms, par exemple. Bien sûr. On a besoin d'avoir ces verbatim, ces feedbacks un petit peu, à chaud et ces discussions, parce que c'est ce qui nous c'est la manière dont on va s'améliorer sur notre produit. Donc on fait des panels à la fois quand, on a besoin de faire un bilan, mais aussi quand on Mmh. fait, par exemple des lancements d'offres et cetera où en fait on se dit: «Bah, la finalité c'est la cliente», donc on a besoin d'avoir un petit peu, de ces verbatim-là, tu vois? Par exemple, si on a, ouvert une offre qui s'appelle les extras qui est, une offre un peu premium où avec tu payes, un supplément par mois et où tu as accès à des produits, des offres et cetera. Avant de lancer ce chantier-là, on a fait des panels, réguliers avec, 5-10 personnes avec des profils différents pour savoir si réellement, en fait, il y avait un intérêt, qu'est-ce qu'elles auraient aimé, y voir et cetera et en fait, c'est ce qui nous a complètement, aidés à construire ce programme-là. Heu et ces D'accord. panels-là, ils sont intéressants pour à la fois les équipes, qui travaillent, sur le produit en tant que tel, mais il va aussi intéresser, des personnes qui s'occupent de l'acquisition, du commercial, donc Et alors, 2 questions. Comment vous faites pour les choisir? Et est-ce que c'est pas quelque chose que tu peux remplacer par, faire une story sur Insta avec, une open question où du coup les gens peuvent répondre et cetera? bah, ça, on le fait, c'est-à-dire qu'on le fait Mmh. quand même, hein, les stories Instagram, on a, plus des taux de réponse qui sont hyper intéressantes. La dernière fois, on a eu, 20 000 réponses, sur une de nos stories, donc tu vois un petit peu Mmh. l'engagement. Comment on les choisit? En fait, on a on avait un panel d'expertes, qui avaient, tu en avais qui étaient là depuis pratiquement le début, tu en avais qui étaient là depuis 1 mois, depuis 2 mois, et on sent parfois aussi, sur le SAV des personnes qui tous les mois nous donnent leur avis sur la box de manière hyper, constructive, qui est pas juste, j'aime ou j'aime OK. pas, mais qui nous donne aussi du feedback. Je me rappelle, on avait même une abonnée qui tous les mois nous écrivait une lettre, mais quand je te parle d'une lettre, il y avait, 15 pages et qui nous faisait un récapitulatif concret, de: «Quand j'ai ouvert ma box, voici ce qui s'est passé, voici ce que j'ai ressenti. Quand, j'ai ouvert cet accessoire, j'ai trouvé que c'était très utile, celui-là un peu moins et voici pourquoi. Le thème, m'a interpellée». Enfin,
Donc en fait, on les choisit aussi comme ça, c'est-à-dire que c'est des personnes qui nous donnent de manière hyper spontanée, naturelle, un feedback, quali qui en fait est hyper important pour nous et du coup, c'est aussi comme ça qu'on les sélectionne. Donc on sélectionne en fonction de bien évidemment, est-ce que je suis là depuis très longtemps ou pas très longtemps? Parce que, tu pas le même ressenti quand tu es là depuis 2 mois que quand tu es là depuis 6 ans, par exemple. Mmh. Donc on essaye un petit peu de mixer, cette typologie d'abonnés pour avoir, des retours qui soient, un peu différents, mais qui aillent pas tous dans le même sens parce que sinon, pour nous ça a pas trop d'intérêt forcément. Donc on essaye, voilà, d'avoir des profils un peu différents en fonction de la durée, en fonction de leur ressenti, sur les dernières box. On avait même mis en place, bon, on ne le fait plus maintenant, mais c'était hyper intéressant. On avait mis en place une opération qui s'appelait «J'irai sonner chez vous», donc ça fait un petit peu bizarre dit comme ça, mais on faisait aussi, C'est le «J'irai dormir chez non, vous», c'était «J'irai c'est ça? sonner chez vous», mais ça a été, un chamboulement dans la manière de rencontrer nos abonnés où en fait, tous les mois, il y avait, des personnes de l'équipe qui prenaient un petit déjeuner ou qui déjeunaient avec une abonnée, pour qu'ils puissent discuter de la boxe et Trop heu bien. et c'était génial parce qu'en fait, on avait intégré vraiment toutes les personnes qui gravitaient autour de My Little Box. Donc tu avais, la personne qui s'occupait du produit, mais tu avais aussi, par exemple, la personne qui s'occupait de la technique, qui s'occupait du site, Mmh. qui s'occupait du bac, qui n'a jamais rencontré une abonnée et en fait, c'était une manière de leur dire, en fait, vous OK, vous faites de la technique et cetera, mais vous faites de la technique pour une abonnée, elle a peut-être des choses à vous dire. Donc du coup, on intégrait vraiment toutes les personnes et c'était hyper intéressant parce qu'on se faisait à la fin du mois, un récap vraiment de tout ce qui s'était dit, pour pouvoir continuer à avancer. Donc tu as les panels où on est 5-10, tu as les panels où ils sont tout seuls et puis, de temps en temps, on part aussi, à la rencontre, de nos abonnés en France parce que, bah, on est à Paris, mais on a nos abonnés, elles sont partout en France, elles sont sur tout le territoire et je trouve que c'est Mmh. important aussi de bouger et d'aller voir aussi, qui sont nos abonnés en dehors de Paris et d'organiser des événements aussi pour elles. Donc c'est une manière de les rencontrer et de continuer à créer du lien et nous, ça nous fait aussi beaucoup de bien de sortir cette tête du digital et d'aller à leur rencontre, Mmh. physiquement et aussi d'écouter ce qu'elles ont à nous dire et de partager avec elles, quoi. Donc le quanti, c'est hyper important parce que c'est ce qui drive vraiment la prise de décision finale, mais le quali aussi, je trouve que tout est lié, les 2 sont liés, tu vois? Tu peux pas faire l'impasse, sur l'un des 2. Mmh. Et bah, ça me fait rigoler parce que du coup, il y a un autre, il y a un épisode qui va sortir, mais qui sortira avant le tien avec Damien Newtons, de But à gaz. Ouais, Et du coup, avant, il travaillait chez AOL et où il raconte que du coup, ils avaient fait une étude in vivo comme ça, où, bah, en fait, ils allaient, chez les clients pour, observer leurs usages, d'internet et cetera et que complètement. tous les collaborateurs, y allaient et pour lui, enfin, dans sa carrière, même s'il il est pas très vieux, mais c'est une expérience, un projet qui l'a profondément marqué, tu vois? Ouais. Et qui était ultra enrichissant et je trouve ça, Beh, enfin voilà, j'espère que c'est des pratiques qu'on arrivera à maintenir malgré, le covid ouais, et tout, mais, ouais. je pense que les clientes, enfin les abonnés devaient se sentir en plus, ultra, Bah, privilégiés, tu vois? Et puis, bah, tu dis privilégié, les choses, en fait. complètement et puis tu sais quand tu arrives au début, je pense qu'il y a un petit côté un peu bizarre de se dire: «Bah, la marque veut me rencontrer moi», mais effectivement, tu te sens aussi un petit peu privilégié. Puis tu sais, c'est, quand tu arrives dans l'univers de quelqu'un, parce que parfois c'était chez la personne et que tu vois que parfois My Mmh. Little Box est partout dans son propre univers, enfin, tu vois, les petites cartes qu'elles gardent, qui sont dans la box, qu'elles accrochent, elles ont le foulard dans les cheveux, elles sont tu vois, où tu te dis: «En fait, je fais vraiment partie de leur vie, intime», Mmh. et du coup, tu as envie de donner encore plus, tu as envie d'en savoir bien évidemment plus sur l'abonné, mais c'est ce qui te booste à te dire: «En fait, ce que je fais, c'est important, parce que c'est important pour elle, parce que je fais partie de son quotidien», et du coup, tu as envie de te défoncer encore plus, quoi. Mmh. Donc c'était une belle, c'était une belle expérience, donc j'espère, voilà, qu'on réussira à retrouver un petit peu ce type de rencontre et là, c'est un petit peu difficile avec le covid, mais ce qui n'empêche que, nous, ça nous arrive de décrocher notre téléphone régulièrement pour appeler tel ou tel abonné, savoir comment ça va, comment elles ont trouvé les box. Enfin, tu vois, le lien, il est jamais vraiment coupé, quoi. Même si on peut plus se voir en physique, on arrive quand même à partager des choses avec elles. Mmh, super, c'est cool et u un de enfin,
un de vos piliers, je dirais, et une de vos forces. C'est quand même, bah, justement cette box et l'expérience d'unboxing, je trouve. Mmh. Ce côté waouh, tu vois? Où je trouve que vous êtes assez incroyable et où en plus vous avez réussi à le faire sur la durée. Mmh. Hem et à vous réinventer en faisant, des enfin, je sais que pour des gens, ça peut paraître, enfin, stupide ou totalement dérisoire, mais à avoir, des colis qui passent en boîte à lettres normalisée, dans la fente de la boîte à lettres normalisée pour éviter, les échecs de livraison, pour éviter de Exactement. se faire, piquer un colis, par un voisin ou quelqu'un d'autre, peu importe. Heu, c'est quand même fou de déployer autant d'efforts pour ça, alors que peut-être que je sais pas, est-ce que les clients se rendent compte, des efforts que vous faites là-dessus? Je pense qu'en fait, nous, l'objectif, c'est justement qu'elles se rendent pas compte de tout ça. C'est de partir du truc de se dire: «Nous, on veut éviter le maximum de friction». Tu l'as très bien dit, de se dire, on pense aux boîtes aux lettres, on pense à ce qu'il y aura de la casse, on pense à vraiment tout en amont pour que l'abonné n'ait à penser à rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est tous ces parcours de friction, de se dire, la poste, l'avis de passage. En fait, on se torture la tête pour qu'elle n'ait pas à le faire. Et ça, on a l'impression que c'est facile comme ça quand ça arrive dans ta boîte aux lettres et tant mieux. Heureusement que ça a l'air facile, alors qu'en fait, ça a été des heures et des heures de remise en question en interne. C'est vrai que l'exigence produit et l'exigence expérience, du coup, qui en découle, hem, c'est historiquement, c'est chez My Little, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que, quand on va, par exemple, penser à un accessoire, on va penser à: «Est-ce que ça va casser? Est-ce que mon packaging aussi, va faire bien partie, de l'expérience?» C'est-à-dire qu'on pense même, on fait des brainstorms de packaging, par exemple. Et quand on Mmh. va, faire des briefs, de conditionnement, Heu, on est aussi hyper exigeant avec notre prestataire en disant on lui envoie des photos, il faut que, tel accessoire apparaisse, comme ça, pas à droite, pas à gauche, pas au milieu, mais vraiment en bas, avec, le wording qui apparaisse au-dessus et le nœud qu'on met parce qu'on a des petits rubans, il faut vraiment qu'il soit fait de telle manière et pas de telle manière. Donc on prend des photos exact, pour montrer comment il faut que ça apparaisse. Donc, parce que sinon, on se dit que, l'expérience, elle est gâchée à l'ouverture. Alors que si ça se trouve, l'abonné s'en rendra même pas compte, mais nous, on veut pas prendre ce risque-là et on met cette exigence, vraiment partout, quoi. Mmh et comment tu fais pour calculer du coup, pour calculer le ROI de ce type, de remise en question et de dispositif? Tu vois? Parce que vous passez du temps, des heures et des heures et il y a forcément du dev, derrière, plusieurs allers-retours. Mmh. Comment tu fais pour le valoriser, au sein de l'entreprise? Et alors je ne sais pas si vous avez un CODIR et cetera, mais du coup expliquer que, bah, effectivement cette personne-là, elle passe beaucoup de temps sur ce sujet-là, mais les clients s'en aperçoivent pas. En fait, on le voit même pas comme ça au final. Oui, on a un CODIR et c'est toujours les fondatrices de My Little qui viennent tous les mois aux réunions pour, discuter des box, qui vont sortir. Mais les questions qu'elles nous posent, c'est pas tant, combien ça coûte, ou est-ce que ça impacte la marge. Elles viennent vraiment plutôt pour valider l'expérience d'ouverture, dont je te parlais et voir si, elles-mêmes ressentent en fait l'effet de surprise que les équipes produits ont tenté de créer en imaginant, l'univers de la box. Donc parfois on se dit, que ce qui fait l'effet waouh en découvrant Mmh. sa box, c'est, un petit élément supplémentaire et qui était pas du tout prévu au budget. Je te donne, des exemples. On a par exemple sur une box rajouté une petite fleur, séchée parce que, le thème s'y prêtait bien. On a aussi, ça nous est arrivé de pchiter avec un parfum, carrément un accessoire pour faire jouer vraiment, tous les sens à l'ouverture. Ou bien même, dernièrement avec la box, du mois de janvier. Donc on a complètement changé le format de la box. Donc c'est un sac avec un pattern, fleuri, qui sert aussi d'emballage et l'emballage, il était fermé avec un tout petit bout de scotch, qui avait en plus lui-même le même pattern en fait que le sac. Donc ça a créé une cohérence totale au final. Donc c'est ce petit détail qui peut procurer une émotion et s'il a un surcoût, en fait, on le garde complètement. Donc c'est jamais vraiment une bataille avec le CODIR parce qu'au final, c'est dans l'ADN de la marque, de penser notre produit comme ça. Donc tout ça pour te dire qu'on est
assez convaincue en fait que tout ne doit pas avoir un retour sur un investissement, totalement millimétré et si un détail fait toute la différence, ben, on fait le pari, de le garder pour, accroître vraiment, le kiff de l'abonné au moment de l'ouverture parce que c'est vraiment, ça qu'on fait de bien quoi, c'est créer ce petit moment de bonheur. Donc c'est souvent des petits clins d'œil mais qui laissent une grande trace, dans cette expérience d'ouverture. Mmh. Ah bah, franchement, parce que oui, du coup, vous avez les box historiques, Oui, qu'on a des enfin, qu'on connaît et du coup, vous travaillez sur des emballages qui, en fait, ne sont pas vraiment des emballages. C'est-à-dire, effectivement, ce sac qui va contenir tous tes exactement. produits My Little et au final, la box, c'est le sac, quoi. C'est ça, ouais. En fait, ça fait à peu près 2 ans qu'on a voulu, innover, sur nos formats de box. Donc la box, c'était une box en carton que tu recevais, tu avais ton thème, c'était imprimé dessus, et on s'est dit qu'il y avait déjà, un sujet d'accumulation de boîtes. Qu'est-ce que tu fais de tes boîtes Mmh. quand tu es abonné depuis un petit moment? Donc il y avait déjà ça, et il y avait ce côté de se dire, en fait, on n'a pas envie de se reposer sur nos lauriers. Nous, ce qui nous drive vraiment, c'est l'innovation. C'est de se dire comment et l'innovation et la surprise. C'est comment on peut, continuer à surprendre nos abonnés sans s'essouffler. Donc c'est-à-dire, sans se dire: «Tous les mois, j'ai ma boîte, je m'essouffle un petit peu, j'en ai un petit peu marre». On est là pour créer de la Mmh. surprise et pour changer de format. Et donc régulièrement dans l'année, tu vas avoir, depuis 2 ans, 4-5 box qui ne seront pas sur le format de la box, mais qui vont être effectivement un sac, qui vont être un pochon, voilà. Donc on essaye vraiment de Le changer, vanity, je il y crois. avait un vanity, cette année, ouais, cet été. C'était une double box en plus, donc c'était, double changement pour l'abonné parce que c'était la première fois qu'on faisait ça. Mais on a aussi envie de se renouveler sur cet aspect format, et c'est pour ça que voilà, on change régulièrement et elles nous suivent complètement là-dessus, quoi. Mais le format, il faut qu'il Mmh. soit utile, c'est-à-dire un sac, il faut enfin voilà, on fait un sac, on fait un pochon, des choses que tu peux garder chez toi, bien évidemment. Mmh. Donc voilà, on se challenge aussi, beaucoup là-dessus. Et c'était un pari Eh qui bah, était dis pas donc, forcément gagné, quoi, parce que, quand tu es habitué pendant des années à recevoir ta box avec ce format-là, c'est pas forcément gagné de se dire: on casse un petit peu les codes de ce qui fonctionne et on se met un peu «en danger» entre guillemets sur de nouveaux formats, mais ils nous ont complètement, suivis là-dessus. Oui, parce qu'il y en a qui sont quand même très attachés à cette Exactement. box historique avec à chaque fois, le graphisme qui change et tout, Exactement. ça Mais tu peux changer tout en gardant un peu ton ADN. Tu changes le format, mais tu gardes ton ADN de, ton éditorial à l'intérieur, la manière dont sont, encore une fois, emballés les produits. Enfin, tu vois, le fondement ne change pas, c'est juste le format. mmh. Bah, ça vous en fait beaucoup des projets, et des challenges, dis Ouais, donc. tout à fait. On s'ennuie pas. Qu'est qu'est-ce que tu préfères toi chez My Little? Qu'est-ce que tu préfères faire, vraiment, qui fait que tu te lèves tous les matins et que tu as la pêche et que je vais pas te dire que tu as envie d'aller au bureau parce que du coup tu vas pas Oui, c'est vraiment sûr, au c'est bureau, sûr. mais ouais. Je pense que c'est ce côté où on se challenge tout le temps. Tu vois, quand je te parlais de changement de format et cetera, on peut se dire: «C'est un peu notre routine tous les mois». Il y a pas vraiment de routine. Je sais que quand des personnes arrivent dans mon équipe, ils essayent de me demander, ça revient souvent, la question un peu à la mode, «C'est quoi une journée type chez My Little?» Alors moi, je ne sais jamais répondre à cette question parce que, vraiment en toute transparence, j'ai pas de journée type, qui m'attendent. Donc c'est ce côté où en fait, on ne sait pas trop de quoi sera fait demain et quels seront les nouveaux projets, parce que des nouveaux projets, on en a plein et on a toujours envie d'en avoir pour aller plus loin. Donc c'est vraiment ce côté, chaque journée est complètement différente, et a un challenge différent. Et après ce qui me pousse, moi, en tout cas, sur mon métier, c'est un peu ce côté solution maker, sur la partie customer happiness. C'est que, bah, en fait, des problématiques, on en a tous les jours, tout le temps, et c'est comment on essaye de trouver les meilleures solutions pour qu'elles soient le moins painful pour nos abonnés. Donc c'est vraiment ce côté trouver des solutions tout le temps pour qu'il y ait 0 friction et qu'on continue à rendre, un peu heureuse notre communauté. Donc voilà, c'est ce côté un peu Wonder Woman, tu vois?
que j'apprécie beaucoup. Et après, il y a l'aventure My Little au global, qui est une aventure en tant que telle, pas forcément sur la partie e-commerce, mais sur la partie, on en parlait, culture d'entreprise, où ce côté, challenge, innovation, c'est purement drivé par cette culture d'entreprise-là. Donc tu vois, c'est hyper cool, quoi. Mmh. Ouais et ben écoute, ça donne envie d'aller travailler chez My Little. Trouver plein de solutions. Alors nous avons des annonces, Marine, sur, la page recrutement de My Little Paris. Très bien Voilà. et ben je le mettrai dans les commentaires de l'épisode. Moi aussi j'ai enfin c'est les problèmes, c'est ma vie, Ah, à croire mais que les j'ai monté problèmes, ma moi, boîte. ça me passionne, c'est ce qui me drive. Quand il y a un problème, Non mais c'est, c'est ultra c valorisant, de trouver les solutions, de ouais, chercher, d'aller dans le moindre détail, enfin exactement, ouais. exactement. C'est là où tu déploies des trésors d'imagination, et que tu embarques les gens avec toi. Moi, je vais pas dire que j'adore les problèmes parce que cette année, on en a eu quand même beaucoup, mais je trouve que c'est vraiment le truc qui te challenge à fond et qui est limite le plus intéressant, quoi. Mmh. Mais attention parce que pour certaines personnalités, ça pourrait être un peu écrasant, tu vois, d'avoir autant de problèmes. Quand tu fais ta to-do et moi je sais que j'ai une to-do et j'ai une to-do problème et je sais qu'il y a des fois, franchement, c'est vrai que c'est pas toujours facile, quoi. Ça dépend du problème, en fait. Si c'est des problèmes un petit peu récurrents, il y a une petite lassitude, mais quand il y a des problèmes un peu inédits, tu vois? Et nous, Mmh. c'est ce qui nous arrive tout le temps. On a des problèmes complètement inédits qu'on ne voit jamais. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est là où tu te dis: «OK, je suis face à un truc, je l'ai jamais vécu. Qu'est-ce c'est quoi que je mets, c'est quoi que je mets en place? Avec qui? Comment?» Sur la partie abonnés, comment on communique dessus? Mmh. C'est quoi, le retour de bâton que je pourrais avoir et donc que je peux anticiper? Enfin, tu vois, il y a vraiment cette pensée, un peu en arborescence, que moi je trouve intéressante. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément un problème, une solution. Il y a plusieurs solutions et c'est ça, qui fait un peu la force, du truc, quoi. Et on avait enfin, dans la structure, je dirais, de notre, discussion, il y a, un projet, qui, s'est pas forcément passé, comme, vous le souhaitiez chez Mmh. My Little. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que pour le moment, on parle, enfin, de beaucoup de challenges, en tout cas, et que vous semblez, en tout cas, relever, avec beaucoup de succès, d'humilité et de bienveillance. Mais ça se passe pas toujours, comme prévu. Ça se passe pas toujours comme prévu, non, effectivement, tu vois, je te parlais d'écoute, Mmh. tout à l'heure et là, ça a été un peu un échec. On n'a pas assez, écouté, justement, donc comme quoi, hein, on peut pas être, tout le temps bon là-dessus. Il y a quelques années, on a lancé, sur My Little un programme de fidélité parce que, ça n'existait pas chez My Little, que c'était quelque chose qui était, très demandé par, notre communauté, bien évidemment, parce que ça faisait, tu avais des nanas qui étaient là, depuis quand même quelques années. Donc c'était aussi, une manière de remercier la communauté et puis nous, en tant que marque aussi, tu as des enjeux avec un programme de fidélité, tu crées de la rétention et cetera. Donc c'est un projet qui nous paraissait, important de mettre en place. Parce qu'en fait, un programme de fidélité, tu le penses, 1-2 ans avant la sortie parce que c'est un énorme chantier quand même. Et nous, en interne, en fait, on s'est dit: «Bah non, on peut le faire en 6 mois». Et donc du coup, on a voilà, Comme le lancement de la première c'est box à chaque exact, fois. mais c'est exactement ça. Nous, on a une phrase qui: «Il vaut mieux agir vite que réfléchir trop longtemps». Là, du coup, on Mmh. aurait dû mettre peut-être un petit peu plus d'eau dans notre vin et réfléchir encore plus. Mais on était persuadés vraiment que de la finalité de ce projet et de se dire, «Ça va complètement coller». Donc on a lancé un programme de fidélité qui était un programme de fidélité par, points. Tu sais, plus tu faisais d'actions ou tu étais engagé en tant qu'abonné, donc tu restais un mois supplémentaire, tu allais, liker un post Instagram ou ce genre de choses-là, tu gagnais des points. Et ces points-là OK. te donnaient accès à un shop. Comment tu allais faire pour traquer, le fait que la personne elle ait liké On et avait un cetera? système qui arrivait à traquer tout ça.
D'accord. Donc voilà, donc il y avait cette partie engagement. Si tu marrainais, enfin on appelle ça, c'est le parrainage, mais chez nous on appelle ça le marrainage. Si tu parrainais une copine, tu gagnais des points. Enfin voilà, il y avait tout ce côté, tracking. Donc déjà, c'est un petit peu compliqué quand tu lances un programme de fidélité à points, c'est-à-dire comment tu fais pour les personnes, qui sont là depuis longtemps? Est-ce que tu les crédites déjà de points? Enfin voilà, il y avait toute cette réflexion-là qui était compliquée à mettre en place. Plus tu avais des points, plus tu pouvais, aller, acheter, des produits sur un shop qui était sur notre site. Donc ça pouvait être des anciens accessoires de My Little, des produits de beauté, tu avais des fonds d'écran, tu avais pas mal de cadeaux digitaux aussi. Donc on l'a lancé, Mmh. en fanfare, en 2018 et en fait, bah, ça s'est complètement passé inaperçu, parce qu'en fait, nos abonnés ont pas du tout adhéré déjà au système de points. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté un peu: «Je suis là depuis 6 ans, pourquoi j'ai tant de points par rapport à tel abonné qui est là depuis 3 mois?» Et puis il y avait ce côté un peu, painful de se dire: «Il faut que je fasse plein de trucs pour espérer avoir un produit et ensuite ça retombe à zéro». Enfin bon bref, le système était un peu compliqué. Mmh. Et là, en fait, on s'est dit concrètement, on a lancé notre truc, nous. Enfin, on avait envie de faire ce programme de fidélité. On avait bien évidemment fait pas mal de recherches sur ce qui pourrait être le plus sympa à mettre en place, mais au final, on n'avait pas écouté, du tout notre cliente, de se dire: «Mais en fait, est-ce que c'est bien quelque chose, qui colle, aux attentes, clients?» Et surtout, on s'était pas là, on a envie de se différencier un peu partout sur la manière dont on parle à nos abonnés, sur, notre produit en tant que tel et cetera. Là, on n'avait pas proposé un programme de fidélité qui était innovant et je pense que c'est ce qu'elles attendaient aussi. C'est quelque chose qui leur ressemble et qui soit innovant et qu'elles aient pas vu forcément partout. Donc en fait, là, on l'a stoppé du coup et on s'est dit: «Avant d'en remonter un autre, déjà, est-ce qu'on va monter un programme de fidélité en tant que tel? Est-ce qu'on peut pas, utiliser un autre moyen pour fidéliser nos clientes, plutôt qu'un véritable programme de fidélité?» Tu vois? Qui est assez lourd. Bah, il faut qu'on écoute encore plus, qu'on écoute beaucoup plus et qu'en fait, ça parte d'elles, plutôt que ça parte de nous, tu vois? Donc voilà, donc ça a été un bon sujet, encore une fois, de se dire que l'écoute client, elle est primordiale, pour ce type de gros projet-là, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je réfléchis en même temps à ce qu'il aurait fallu faire et cetera. Je j'ai pas la réponse dans l'immédiat, mais ouais, ouais, d'accord. Bah, en fait, c'est pas qu'il est passé inaperçu, c'est que, bah, du coup, ça a pas Ça pris, a pas quoi. pris. Ça a pas pris et nous, du coup, on n'a pas forcément trop communiqué dessus non plus, Ouais. tu vois? Parce qu'on Mmh, s'est dit qu'il y aurait une phase un peu de quand on l'a lancé, qu'on allait le faire un peu en 2 temps. Une phase un mmh, peu, on l'annonce, mais on n'en fait pas non plus, tout un truc dessus mmh. parce qu'on a aussi envie de voir comment ça prend. Si ça Bien prend, du sûr. coup, on relance, on se dit: «OK, on est confiant par rapport à ce programme» et du coup, on relance, sur nos canaux de communication. Bah, là, on n'a pas passé la phase 1 quoi. On s'est dit: «Non, en fait, ça prend pas du tout». On a de la frustration client et tu vois, c'était hyper dur de Ouais, mais dire c'est qu'elles horrible étaient quand tu as passé du frustrées. temps, C'est Oui, ouais. oui, mais en même temps, bah, ça nous apprend aussi à comment on revoit nos projets en interne. Enfin, tu vois, comment on a passé énormément de temps humain, effectivement, à déployer ce projet-là. Mais en même temps, pour moi, c'est pas du temps gâché parce que, du coup, ça nous a quand même appris quelque chose. On sait qu'on le fera différemment maintenant, qu'il faudra, s'organiser certainement différemment, et pourquoi pas, co-créer un programme de fidélité avec nos abonnés. Enfin, tu vois, il faut qu'on les intègre beaucoup plus dans ce type de projet-là et en plus, elles sont demandeuses beaucoup, tu vois, Mmh, sur la partie, heu, «co-création» entre guillemets, que ce soit d'un programme de fidélité ou de la box, tu vois, mmh. il faut les engager beaucoup plus, quoi. Et ça, c'est un vrai, c'est un vrai levier et on voit de plus en plus de marques le faire et elles ont raison et on voit que ça porte ses fruits parce que plein de fois, enfin même encore hier soir, j'avais une copine au téléphone qui disait: «Mais je sais pas comment faire, je sais pas comment faire». Ben demande à tes clients, en fait. Exactement, Ce qu'ils exactement. aimeraient, tu vois? Enfin, ça peut paraître, c'est oui, bah, du coup, sur le coup, ça l'a un peu, ça l'a un peu Mais saisi. vos «Bah oui». clients les clients sont nos meilleurs ambassadeurs, en fait. C'est ça dont et en plus, ils sont vraiment demandeurs. Tu vois, nous, il y a 3 4 ans, on a lancé un programme qui s'appelle les confidentes.
Elles sont 5 000 à peu près. Donc c'est des personnes qu'on questionne énormément à chaque fois qu'on a, un doute. Ça peut être, la couleur d'un accessoire, ça peut être un accessoire en tant que tel, ça peut être un produit, ça peut être un type d'opération. Donc très régulièrement, on leur Mmh. envoie des mails. On a, 85 de taux de réponse, sur ces mails-là, donc c'est énorme. Donc tu imagines un petit peu Super. l'engagement, et en fait, elles nous aident énormément et c'est là où on se dit: «En fait, arrêtons de nous dire que nous, on a la on est tout puissant et qu'on sait exactement, Mmh. ce qu'on veut». Bah non, en fait, enfin, interrogez-les, c'est ce qu'elles attendent, c'est ce qu'elles demandent et ça, c'est un peu les prémices de se dire, de la co-création et co-construction, de produits, sur le Mmh. long terme. C'est un vrai challenge aussi et nous, c'est des choses sur lesquelles enfin, sur lesquelles on réfléchit de plus en plus, d'aller encore plus loin sur ce côté, je leur pose une question, c'est cool, elles me répondent et on est hyper content de ça et mais comment on peut faire pour aller encore plus loin pour, co-créer limite une box? Enfin, tu vois, c'est des choses sur lesquelles, bah, il faut se poser un petit peu. Mais c'est vrai que Mmh mh. interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse. Au final, vous faites votre produit pour eux, quoi. Donc il faut pas hésiter à les solliciter. Au contraire, elles sont demandeuses de ça. Mais à l'inverse, tu vas avoir les partisans, alors, je sais plus si c'était Ford qui disait ça ou voilà, quand il a avant de créer, la voiture qu'on connaît, on va dire, aujourd'hui, Mmh. s'il avait demandé aux clients, enfin aux clients, aux gens, ce que les gens attendaient, ils auraient dit, bah, je sais pas, plus de chevaux, une calèche, qui va plus vite, ils auraient Ouais, pas dit une voiture ouais, et du coup, c'est les écouter, mais en même temps aller au-delà de leurs attentes. exactement, exactement. Mais à un moment donné, il faut quand même, elles nous drive quand même sur certaines choses. C'est-à-dire que, hem les écouter, aller au-delà de enfin, nous, on ira toujours, on essaiera toujours d'aller sur ce côté au-delà, mais en tout cas, il y a sur certains aspects, qui te bloquent, sur tu vois, tu parlais de ta copine, elle avait une interrogation. En fait, il faut pas non plus hésiter. Nous, ça va être, tu vois, un accessoire, un produit et cetera. C'est un aspect de la box, c'est pas la box en globalité, mais ça nous débloque, des situations, qui nous paraissaient un peu on se trouvait un peu face à un mur, quoi. Donc heu Mmh. donc voilà, c'est important de les avoir avec nous dans ces moments-là. Bah, écoute, vous avez parfaitement raison et moi j'y crois énormément. Mmh. Écoute Delphine, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de tout ce qu'on s'était dit, quand on voulait parler et on a divagué, en même temps et relié, tous nos points. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah oui, c'était un échange hyper plaisant. Merci beaucoup Marie. Bah, merci à toi. C'est quoi c'est quoi les projets de My Little et tes projets à toi Delphine, du coup? Alors, sur nos projets au global et dans lequel, de toute façon le customer happiness et le caring, enfin, ont toute leur place. Nous, on a un sujet qui nous anime quand même pas mal et qui anime, j'imagine, beaucoup de marques, qui est un peu, ce côté surconsommation. Heu Mmh. Voilà, on est sur un système d'abonnement où tous les mois, vous recevez vos produits et cetera. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ces produits-là? Il y a un côté, économie circulaire qui nous anime. C'est un sujet hyper vaste et personne n'a vraiment les mêmes avis, donc on peut vite se perdre dedans. Mais voilà, ça, c'est un sujet, sur lequel on a déjà enclenché, quelques trucs, hein. Le sujet un peu, éco-responsable, notamment avec notre produit Gambette Box où, on commence à faire des collants recyclés. C'est des attentes que nous enfin, c'est des challenges que nous, on se met, mais bien évidemment, qui sont, drivés par nos clients. On a envie aussi que nos clients, ils soient un peu acteurs et qu'ils nous aident à prendre ce pas, sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un peu, le sujet qui va nous animer sur cette année. Et voilà, il y a un sujet aussi, qui me tient enfin moi, qui me tient, pas mal à cœur, qui est le sujet un peu solidaire. On a mis en place, pas mal de petites opérations, de solidaires, avec des associations, cette année, de dons, et où pareil, on a embarqué complètement notre communauté, avec nous. Et du coup, c'est des sujets qu'on va encore plus développer, cette année. Donc voilà à peu près pour les projets, et parmi tant d'autres. Mais je ne pourrais pas tout te dire parce que sinon, ça durerait encore 2 heures. Mais voilà un petit peu les sujets sur lesquels on travaille.
Eh beh, écoute, super. Et alors du coup, pour finir, j'ai 3 questions rapides pour Ouais. toi. Est-ce que tu peux me dire quel est ton souvenir, de ta meilleure expérience client? Chez My Little ou au global? Au global, mais ça tu as le droit de tu as le droit de dire que c'est chez My Little. Hem, qui me concerne ou pas? Parce que moi j'ai des souvenirs de, chez My Little, notamment d'expérience client. Mais alors tu vas me dire que je parle de My Little, mais c'est quelque chose qui m'avait marquée. En fait, on a des histoires chez My Little, qui sont assez incroyables en termes d'expérience client et celle qui m'a le plus marquée, je crois, c'était, une de nos abonnées qui déménageait au Canada, qui partait vivre définitivement au Canada, qui n'avait pas reçu sa dernière box, la dernière box, de son abonnement, donc qui était un peu désespérée et et elle prenait son avion le lendemain. Elle a dit: «Est-ce qu'il y a une chance pour que j'ai ma box?» Et j'ai une de mes des personnes qui travaille au Customer Happiness qui est montée dans un Uber et qui lui a apporté sa box jusqu'à l'aéroport pour qu'elle puisse partir Ah avec sa box oui! et ça, je me rappelle, elle m'avait pas consultée. Elle a dit: «Écoute, j'ai une mission importante, il faut que j'aille, enfin, tu te rends pas compte, c'est sa dernière et cetera» et là, je m'étais dit: «OK, on a vraiment passé un cap dans le côté, personnalisation, effet waouh». J'avais été complètement sciée et c'est ce qui a un peu, été le socle de, tout ce que je voulais mettre en place en termes d'expérience, chez My Little. Donc voilà, j'ai parlé de My Little, mais pour moi, c'est celle qui m'a, je crois, le plus marquée. Mmh. Et alors, la moins bonne expérience client? Le souvenir vraiment le plus badant, quoi? Un souvenir badant, je sais pas, je pense qu'au global, j'ai pas un souvenir hyper badant d'expérience client, en tout cas moi personnellement, c'est-à-dire que je pense qu'on a des souvenirs badants de relations clients. Sur le Mmh. côté, bah, pas prise en compte du client justement, le côté, je vous réponds pas, je vous réponds mal, je ne suis pas encore une fois transparent, je ne suis pas disponible, je réponds à côté. Enfin, en tout cas, c'est, je pense, une accumulation de toutes ces choses-là qui font que toi, en tant que client, tu te sens complètement, inexistant. C'est le côté inexistant en tant que client, qui, moi, je trouve est le pire. De pas être considéré, pas forcément de pas être considéré en termes: «Vous êtes le meilleur client du monde, vous avez acheté, enfin voilà, vous avez, mais qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne me réponde pas, je trouve que c'est ça la pire expérience que tu peux avoir. J'ai pas d'exemple concret parce on l'a tous vécu, on a tous grogné devant, notre, boîte mail ou, passé 3 heures au téléphone pour qu'au final on nous apporte pas de solution concrète. Pour moi, c'est ça la pire expérience, client. C'est, ne pas être considéré et être inexistant. Mais là où il y a un gros enjeu, c'est sur le niveau de considération, tu vois? Parce que Ouais, tu dis, c'est pas forcément par rapport à la valeur financière du client, ouais, parce que c'est pas parce que c'est celui qui dépense le plus chez toi, que les autres, il faut pas les considérer parce que les autres peuvent être, plus engagés, plus fidèles, même si leur panier moyen ou leur récurrence d'achat est plus faible exactement. et effectivement, il y a un gros sujet là-dessus et sur au final, bah, traiter tous les clients de la même façon. Exactement, exactement. Pour moi, c'est primordial que vous soyez, chez nous depuis 2 semaines ou depuis 6 ans. Il y a ce côté, vous faites partie de la communauté, de l'aventure et cetera. Heu, on vous traite de la même manière, quoi. Et Mmh je dis mh. pas qu'on y arrive tout le temps, hein, nous, de notre côté à répondre, enfin à être, voilà, il y a eu des cas où on a laissé aussi un peu des clients de côté, mais comme on rattrape, en fait, le coup, tu vois? Il y a toujours un côté où on peut se rattraper. Heu, Mais j'ai l'impression que vous êtes plus sur la qualité de la réponse que sur la rapidité à donner complètement. une réponse, par Complètement. contre. Moi, je suis pas Ouais. sur, tu vois, on n'est pas sur, on il y a beaucoup de KPIs, de choses sur, le temps de réponse médian et cetera. Je le regarde Mmh. bien évidemment, tu vois? Quand je me dis: «On est à 10 jours», c'est qu'il y a un problème.
Si on est à 3-4 jours, nous, on s'engage en règle générale à répondre sous 24-48 heures. Parfois, on n'y est pas, mais en même temps, on vérifie la qualité des échanges. C'est-à-dire que ça sert à quoi d'aller plus vite? Déjà, de mettre un peu de stress aux personnes qui travaillent avec vous pour dire il y a tant de demandes de tickets restants, il faut qu'on accélère le mouvement. Si c'est accélérer le mouvement pour répondre à côté, pour perdre sur cette exigence, que pour moi c'est une vraie exigence, le ton et la personnalisation, je préfère qu'on ait 2 jours de retard supplémentaires. À ce moment-là, on le communique au client en disant: «On est en retard et on vous explique pourquoi». Donc ça, c'est ce qu'on fait. On dit: «Bah, on prend le temps de répondre à toutes les questions de manière hyper personnalisée». En fait, on pose le truc. Donc je préfère qu'on mette 2 jours de plus, mais qu'au moins, la personne, elle ait sa réponse finale. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va revenir si vous gâchez, la réponse. Si vous gâchez la réponse, elle revient vers vous inlassablement. Donc il faut prendre le temps, sur la qualité de l'échange. Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les attentes? Et si j'y arrive, est-ce que j'ai été au-delà? Donc voilà, moi je suis plus sur effectivement, la qualité de l'échange plutôt que la rapidité. Même si, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose sur lequel on est, aussi hyper vigilant. Je vais pas dire, «Bah, je préfère qu'on mette 15 jours». Non, enfin, on a aussi des objectifs, quand même d'efficacité. Donc Mmh. voilà, c'est comment on trouve cette bonne balance entre, être efficace tout en gardant un peu notre ADN d'écriture, de ton, donc ça c'est un challenge du quotidien. Mmh. Très bien. Et alors, pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client? Qui est-ce qui t'inspire en termes d'expérience client? Oh là là, c'est une question hyper difficile ça, Marine, heu, j'avais pas préparé ça. Alors attends, je réfléchis. Moi, je vais te dire un truc, ceux qui m'ont assez impressionnée, et pourtant ils s'en prennent, quand même pas mal, mais je suis beaucoup sur Twitter, tout le réseau RATP, par exemple, parce qu'eux, en termes de Ah! réclamation client, je peux te dire que c'est quand même pas simple. Et quand je vois comment, moi je suis une j'utilise le RER A, donc on t'imagine que le RER A sur Paris, c'est quand même quelque chose. Et c'est vrai que Twitter, c'est devenu un peu le truc pour aller voir où est-ce qu'on en est et tout. Et je me dis, ils ont une capacité quand même de réponse qui est impressionnante avec, vraiment des détails. Ils ont mis en place, des blogs pour expliquer, aujourd'hui, il y a eu telle problématique et on vous explique ce qui s'est passé. En fait, je trouve que c'est très dur, le milieu du transport, mais qu'ils arrivent quand même parfois à trouver un peu des portes de sortie. Donc j'aimerais bien effectivement savoir comment ils font pour, traiter tous ces mécontentements. C'est quoi un peu leurs petits secrets? Est-ce qu'ils y arrivent? Enfin voilà, je t'avoue que, tout ce qui est RATP, ça Mmh. m'intéresserait. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.